Chers consoeurs, chers confrères, chers amis, nous sommes heureux de confier la parole aujourd'hui à Jean-Louis Vivier qui va évoquer avec nous le cas mystérieux de Jean Laborde, sur lequel beaucoup de légendes ont couru, ont été maintenues, et je crois que l'objet de la conférence d'aujourd'hui, c'est de nous éclairer sur la réalité du personnage. Je rappellerai peut-être pour la commodité des choses que Jean-Louis Vivier a 68 ans, il est originaire de Montauban dans le Bas-Quercy. Il est docteur en droit et depuis 1978, avocat. Il est également inscrit sur la liste des conseils près la Cour pénale internationale. Il lui a été donné d'exercer la profession pendant près de 10 ans en Nouvelle-Calédonie, à l'époque où ce territoire connaissait des troubles, 1985-1994. Il a laissé sur cette expérience d'avocat engagé un livre, Mon chemin avec le FLNKS. Mais il a toujours, à côté de son métier, eu une activité de collaborateur de presse et d'enseignant. Cela lui a servi notamment à l'occasion d'un second parcours outre-mer, 1995-2023, qu'il a conduit en Guyane, dans l'océan Indien, en Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Bénin, Togo. Il a alors participé à 3 missions d'expertise internationale et travaillé au sein du cabinet du ministre de l'Intérieur du Togo à la fin de la République d'Eyadema. Il est l'auteur de 12 livres, outre sa participation à des ouvrages collectifs. En l'an 2000, il a été élu membre correspondant de la 3e section de notre académie et nous sommes heureux de lui passer la parole. Merci encore. Monsieur le secrétaire perpétuel, mes chers confrères, chers amis, je vais donc vous parler de Jean Laborde. Certains d'entre vous, peut-être, n'en ont pas trop entendu parler, mais bon, c'est un personnage qui a marqué Madagascar, puisqu'on a pu dire que c'était le Colbert de la monarchie merne. Il y a implanté, dans les années 1830, des industries d'armement, bien sûr, et quantité d'autres, jusqu'à de la porcelaine. Donc, personnage étonnant, parce que il est arrivé à une époque, à Madagascar, où Madagascar était particulièrement fermé aux étrangers, et ça ne l'a pas empêché de s'y fondre et d'avoir des réalisations tout à fait remarquables. Alors, je ne vais pas ou guère vous parler de Jean Laborde à Madagascar, parce que là, les informations sont précises, sont avérées. Il y a eu notamment une thèse de doctorat d'un certain Caillon Filet qui s'appelle Jean Laborde et l'océan Indien, qui fait, je crois, la somme de ce qu'on peut savoir sur Jean Laborde à Madagascar, donc je n'en parlerai pas. Par contre, je vous parlerai de Jean Laborde jusqu'à son arrivée à Madagascar. Alors, franchement, je me rappelle ce que pensait Pierre Messmer sur le rôle de l'Académie, qui n'est pas de regarder vers le passé, mais plutôt de regarder l'avenir. Et je suis c'est tout à fait mon avis. Voilà. Si j'ai décidé de vous livrer mes recherches sur Jean Laborde, c'est que mes recherches m'ont conduit à faire tomber un ensemble de légendes qui concernent ce personnage,
et de présenter un tout nouveau visage de Jean Laborde. Donc c'est pas pour répéter ce qui a été dit par les gens qui ont écrit ou qui ont parlé de Jean Laborde, mais c'est pour vous donner quelque chose de tout à fait nouveau et qui, j'espère, relancera les recherches. Alors, sur Jean Laborde, je ferai deux parties. D'abord, la partie qui a concerné sa vie jusqu'à son départ d'Auch, parce que c'est un Occitan, c'est-à-dire un habitant d'Auch, et il est né dans cette ville. Et ensuite, Madagascar, entre le moment où on perd sa trace en France et le moment où il apparaît à Madagascar, il y a 4 ans, donc depuis la fin, l'extrême fin de 1827 jusqu'à son arrivée à Madagascar au tout début de 1832. Là donc, pendant 4 ans, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est devenu? Alors d'abord, donc, Jean Laborde à Auch. Alors, je dirais d'abord que, contrairement à ce qui est écrit très souvent, il s'agit d'un nouvel Occitan, ou plus exactement, il s'agit du fils d'un nouvel Occitan. Alors, parmi les légendes qui environnent Jean Laborde, il y en a qui ont été fabriquées après sa mort, qui tiennent à une prétendue mémoire historique. Alors voilà, mais il est de notoriété publique que ceci, que cela. Donc quelque chose qui n'est absolument pas sourcé. Également, bon, des biographes paresseux qui n'ont pas fait de recherche, qui ont simplement recopié ce que leurs prédécesseurs avaient écrit. Et beaucoup également qui ont fait confiance à une imagination débridée, qui ont créé des légendes qui seront reprises par leurs successeurs. Voilà. Et puis il y a également des légendes qui ont couru du vivant de Jean Laborde, et nous y reviendrons à plusieurs reprises parce que c'est intéressant. On peut se demander pourquoi ces légendes ont couru, sont nées déjà du vivant de Jean Laborde. Alors, parmi les légendes, les erreurs qu'il y a, on attribue à Jean Laborde une famille qui n'est pas la sienne. C'est quelque chose de très étonnant, mais enfin, ça commence comme ça. On dit qu'il serait le fils de... Alors, on a et il est partout dans les biographies de Jean Laborde, on a son acte de naissance, donc il est né en 1805, et dans l'acte de naissance figure également l'âge de son père, qui avait 46 ans, donc qui était né sous le règne de Louis XV. Et voilà. Alors, il est souvent dit que son père était le fils d'un maréchal ferrant, un dénommé Étienne Laborde, et voilà, que le père de Jean Laborde lui-même aurait été marié avec la fille d'un aubergiste, un dénommé Baron. Alors effectivement, Baron, c'est le nom de la mère de Jean Laborde, et puis son père, donc... bon. Alors, j'ai cherché, je me suis intéressé, et puis ça a été la première incohérence qui m'a amené à faire d'autres recherches. À la naissance de l'acte de baptême plutôt, parce qu'on est non pas dans les actes d'état civil, mais dans les actes de catholicité sous Louis XV. J'ai cherché, puis l'année à laquelle le père de Jean Laborde serait né, j'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé la naissance d'un certain Denis Laborde, fils justement d'Étienne Laborde, le maréchal ferrant. Alors, sous Louis XV, bien sûr, le grand-père de Jean Laborde ne pouvait pas être polygame dans la France catholique de l'époque. Alors, on dira il était peut-être né ailleurs qu'à Auch, mais voilà que la naissance d'un contemporain
du père de Jean Laborde, la naissance du fils de son prétendu grand-père, c'était quelque chose d'incohérent qui m'a poussé à à chercher plus loin. Alors, cet acte de catholicité m'a montré donc que, que forcément Étienne Laborde ne pouvait pas être le grand-père de Jean Laborde, puisque son fils, né en même temps que le père de Jean Laborde, n'avait pas le même père. Et puis, en poursuivant mes recherches, je suis tombé sur le contrat de mariage du père de Jean Laborde, qui montre, alors, qui est intéressant, parce qu'il montre d'abord que le père de Jean Laborde n'était pas né à Auch, mais était né dans le sud de l'actuel département du Gers, en Bigorre. Il était né dans la paroisse, aujourd'hui commune de Agette. Il était cuisinier à Agette. Donc le grand-père de Jean Laborde. Son père, donc, était né lui-même à Agette. Et il était l'époux, non pas de la fille d'un aubergiste, mais de la fille d'un journalier. Et puis également, parmi les légendes, on ferait d'un commissaire de police, Antoine Laborde, l'oncle de Jean Laborde. Alors c'est très tentant parce que ce commissaire de police, il était né aux Antilles. Mais là non plus, il n'y a évidemment rien de vrai là-dedans. Donc déjà, une origine, une généalogie, une famille différente de celles qui sont présentées habituellement comme étant celles de Jean Laborde. Deuxième chose, il est souvent dit que Jean Laborde aurait eu une formation d'artisan. Alors son père était charron. Alors là aussi, quantité de légendes, certains confondant le métier de charron avec le métier de sellier. Alors on dit que voilà, le père de Jean Laborde aurait fabriqué la selle du maréchal Lannes. Bon, des sottises, bien entendu, et des incohérences. Alors, Jean Laborde est né dans une famille de charrons, et ses deux frères aînés, ont embrassé l'un et l'autre le métier du père. Alors, l'un de ses frères, l'aîné, Jean-Bernard Joseph Joachim, qu'on appellera Clément. Alors, le fait d'avoir un prénom d'usage différent des prénoms de baptême, à l'époque, et tout au moins dans cette région, n'était pas du tout exceptionnel. Et puis, le cadet, c'est-à-dire celui qui vient après l'aîné, Pierre-Louis, sera souvent appelé soit François, soit tout simplement cadet. Et puis il y a une sœur, Benjamine, Jeanne-Marie. Alors, ce qui est peut-être pas très intéressant mais anecdotique, c'est que Cadet rejoindra son frère puiné en 1838, il le rejoindra à Madagascar, et sa sœur Jeanne-Marie le rejoindra elle aussi en 1872, mais elle aura été précédée sur place par son fils en 1863. Son fils, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, qui était une intelligence assez brillante et qui avait visiblement un don pour les langues, puisque, comme son oncle, il a appris le malgache assez facilement et assez rapidement. Il a même été professeur de langue malgache lorsqu'il est revenu en France. Alors, il est souvent écrit que Jean Laborde aurait été l'apprenti de son père, donc il aurait servi dans son atelier de charron. Alors, tout incite à penser qu'il n'en est absolument rien,
et que Jean Laborde, loin d'être un artisan, même un habile artisan, était plutôt l'intellectuel de la famille. Il n'a pas du tout suivi le métier de son père. Alors, un chercheur d'Auch m'a transmis deux listes, qui sont des listes imprimées, deux listes d'élèves au collège d'Auch de 1816 et 1817, qui montrent que Jean Laborde était élève de 6e en 1816, puis de grammaire, c'est-à-dire de 5e, en 1817. Donc, il avait commencé des études secondaires au collège d'Auch. Alors, troisième légende que je vais défaire, c'est que Laborde aurait été militaire, il aurait été dragon. Et il aurait même fini sa carrière militaire en tant que maréchal des logis. Ce qui est faux. Laborde n'a jamais été militaire. Il n'a jamais été militaire, contrairement à ce que rapporte une voyageuse, une globe-trotteuse, qui fait un peu penser dans un autre monde à Alexandra David-Néel. Il s'agit de Ida Pfeiffer, qui était une Autrichienne, qui a parcouru le monde, une femme singulière, qui a rencontré Jean Laborde à Madagascar, et qui rapporte que Laborde aurait été militaire. Elle l'a connu en 1857. Et également le comte de Louvière, qui fut consul de France à Tananarive, a cherché à faire avoir à Laborde une pension sur fonds publics, en s'appuyant sur l'état d'ancien militaire de Laborde. Et puis, il a dû être surpris parce qu'on lui a répondu qu'il n'y avait pas de trace, Laborde n'avait jamais été militaire. Mais enfin, donc, tout ça du vivant de Laborde. Donc, ce sont des légendes qui ont eu cours du vivant de Laborde. Alors, comment est-ce que je peux affirmer sans aucun risque d'erreur que Laborde n'a jamais été militaire? Mais j'ai eu la liste départementale du contingent de la classe de 1825, c'est-à-dire quand Laborde avait 20 ans, qui, elle aussi, comme le contrat de mariage de son père a été superbement ignoré par ses biographes, et Laborde, donc, comparé devant le conseil de révision. Nous sommes le 12 juin 1826, et vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas une conscription générale, il fallait tirer un numéro, puis ceux qui tiraient un mauvais numéro, eh bien, partaient pour le service. Et donc Laborde tire un mauvais numéro à ce moment-là. Il est donc bon pour le service, d'après les médecins. Alors, il tente de se soustraire à cette obligation du service militaire en invoquant devant le conseil de révision sa qualité, alors c'est ainsi qu'il se définit, d'étudiant ecclésiastique. Étudiant ecclésiastique. Et alors, cette qualité ne l'exempte pas du service militaire parce que, en fait, il n'est pas grand séminariste, c'est-à-dire qu'il ne se prépare pas au sacerdoce, mais il n'est que petit séminariste, c'est-à-dire, en fait, lycéen, on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il fait ses études secondaires, qui donc, nous sommes en 1826, il les a commencé ses études secondaires 10 ans avant, en 1816, il n'a toujours pas terminé. Alors, on peut se demander pourquoi Laborde, qui a 11 ans quand il entre au collège, à 20 ans, n'a toujours pas fini ses études secondaires. Alors, je précise que Laborde n'a quand même pas fait son service militaire. Il a été remplacé. Il y avait la possibilité de payer un remplacement. Alors lui, il a été remplacé sans avoir à le payer par quelqu'un qui n'était autre que son frère cadet. Donc son frère cadet
a abandonné son état de charron et puis est parti dans un régiment d'artillerie. Il y restera jusqu'au 31 décembre 1833 et il fera une campagne en Espagne. Il sera ensuite premier ouvrier dans ce régiment d'artillerie, ce qui, on peut le supposer, sera d'une grande utilité lorsqu'il fabriquera des canons à Madagascar. Voilà. Alors donc c'est ce frère cadet effectivement qui rejoindra en 1838 Jean Laborde à Tananarive. Alors pourquoi Laborde, 10 ans après être entré au collège, n'a toujours pas fini au petit séminaire d'Auch ses études secondaires? Alors il y a sans doute eu des redoublements. C'était, semble-t-il, pas exceptionnel à l'époque, puisque j'ai vu qu'à la session du mois d'août 1827, sur 123 lauréats du baccalauréat, 8 d'entre eux avaient entre 23 et 27 ans. Donc un âge qui est tout de même assez avancé pour obtenir ce diplôme de fin des études secondaires. Donc il a pu avoir, enfin, il a pu faire des redoublements, mais pas seulement. Et là, une information qui est à prendre avec des pincettes, mais enfin, à laquelle je crois volontiers, au moment où il est mort, donc en 1878, la semaine religieuse du diocèse d'Auch a rendu compte de sa mort. Il y a eu une courte biographie, et il est question dans cette courte biographie d'une maladie qui aurait duré 20 mois. Donc je pense que en ajoutant cette maladie de 20 mois, donc, qui pendant 2 ans l'a maintenu hors du système scolaire, plus des redoublements, on explique assez bien le fait que Jean Laborde ait eu du mal à finir ses études secondaires. Il les a d'ailleurs même pas véritablement fini, puisque en 1826 et en 1827, il n'est pas parmi les bacheliers. Alors peut-être s'est-il présenté au baccalauréat et a-t-il été recalé, ce qui serait peut-être une explication, d'ailleurs, pour son expatriation. Enfin, là, je n'ai pas d'éléments et donc je ne me lancerai pas dans des affirmations. Je m'en tiendrai à des suppositions. Voilà. Alors, Jean Laborde est également présenté comme ayant été orphelin de père, et ce serait à la suite du décès de son père, de difficultés de succession avec ses frères, qui serait parti pour Madagascar. Alors là aussi, c'est une explication qui n'a pas été forgée par des auteurs modernes, mais qu'on retrouve sous la plume d'Ida Pfeiffer, donc la voyageuse autrichienne. Voilà. Alors, et la voyageuse autrichienne donc précise que c'est à la suite de ces disputes d'héritage que Jean Laborde serait parti pour les Indes. Alors, elle situe d'ailleurs son point de chute en Inde à Bombay, donc dans l'Inde britannique. Alors, c'est faux. C'est faux. Là aussi, c'est indubitablement faux, puisque son père, en 1827, lors du départ de Jean Laborde de la France, était vivant, mais non seulement il était bien vivant, mais il attendra 1849 pour passer l'arme à gauche. Donc, pendant 22 ans après le départ de Jean Laborde, son père était vivant et bien vivant, et il n'aurait sûrement pas demandé mieux que de rester dans cette vallée de larmes au-delà de 1849. Alors ensuite, le départ de Jean Laborde. Alors, départ qu'on peut situer en 1827, mais probablement plutôt en 1828. Alors, en juillet 1827, premier acte, parce que je ne m'appuie que sur des documents, oui. Première pièce, c'est un certificat d'honorabilité
que le maire d'Auch, le chevalier de Malte, Jacques de Vic, lui aurait délivré un certificat d'honorabilité. Alors, ce certificat d'honorabilité, il en est question dans une revue qui s'appelle la France pittoresque, qui ne le reproduit pas, mais qui cite une source, la quinzaine coloniale. Et on cite même la date du numéro dans lequel aurait été reproduit ce certificat d'honorabilité. Alors, je l'ai cherché en vain, donc la référence est erronée. J'ai cherché autour, j'ai cherché dans des revues dont le titre ressemble un peu à la quinzaine coloniale, mais rien. Cela étant, j'incline fort à penser que cet acte existait bien et que c'est pas un acte fictif, un acte inventé. Ce qui m'incline à le penser, d'abord, c'est l'identité du maire. L'identité du maire, bon, aujourd'hui, grâce à Internet, on trouve facilement ce genre de renseignements, mais à l'époque où l'information est parue, c'était pas si facile que ça. Et également, et surtout, la qualité d'étudiant de Jean Laborde, qui, à l'époque, non seulement ne faisait pas l'unanimité, mais avait l'unanimité contre elle. Donc, sa qualité d'étudiant, dans le certificat d'honorabilité, m'incline fort à penser que ce document existait. Alors, un second document que j'ai retrouvé, que personne ne cite, c'est dans un minutier de notaire, c'est le consentement à mariage que ses parents lui ont donné en novembre 1827. Vous savez qu'il fallait à l'époque le consentement des parents pour se marier. Si les parents lui ont donné ce consentement à mariage en novembre 1827, c'est que il avait l'intention de partir et ses parents ne voulaient pas l'empêcher de contracter mariage si l'occasion se présentait. Donc il est évident que Jean Laborde est parti à cette époque. Il est parti donc en 1827. Alors, je dois dire que il est difficile de savoir exactement la date à laquelle il est parti. Certains biographes donnent une date très précise, etc. Mais enfin, c'est des bêtises. Il n'est même pas... j'ai cherché son passeport, parce qu'il fallait un passeport pour quitter la France. Et j'ai cherché ce passeport en vain, et je suis à peu près certain que jamais personne ne mettra la main sur ce passeport. Alors, le registre des passeports délivrés en 1827 ne comporte pas mention d'un passeport qui aurait été délivré à Jean Laborde. Alors, il est donc probable que, puisque le registre contient la liste de tous les passeports délivrés cette année-là, 1827, il est probable que Jean Laborde n'a pas quitté la France en 1827, mais plutôt l'année suivante, en 1828. Et alors, comble de malchance, en 1828, le registre est perdu. Voilà. Alors, j'ai cherché dans les cartons de registre. Ces recherches ont été vaines, ce qui n'est pas surprenant puisque en 1892, 656 cartons de passeport délivrés entre 1815 et 1845 ont été détruits, ont été mis au pilon. Donc on ne sait pas quand Jean Laborde est parti, on ne sait pas non plus où il est parti. Alors donc maintenant j'aborde la seconde partie de mon intervention. Jean Laborde est-il parti pour les Indes, comme le veut la doxa, ou bien sait-on pour quelle destination il s'est embarqué? Alors, le récit que fait Jean Laborde lui-même en mars 1832 de son arrivée à Madagascar. Il naviguait avec son équipage. Lui-même était le seul propriétaire du navire
et de la cargaison. Depuis 8 jours, le navire n'avait plus d'eau potable, d'eau douce pour boire. Donc le navire s'est approché du fleuve Matitanan et a jeté l'ancre. Malheureusement, la ligne s'est rompue, le navire ne pouvait pas être retenu, donc l'équipage a dirigé le navire vers la terre pour l'échouer. L'équipage, et Jean Laborde bien sûr, ont dormi sous la tente, et le lendemain, un officier malgache à la tête de 30 soldats les arrête et les conduit dans un village où ils seront retenus pendant 3 mois. La cargaison et les éléments du bateau ont été entièrement volés. Voilà ce que Jean Laborde explique dans une lettre qu'il écrira un peu plus tard à la reine de Madagascar. Alors, à la suite de cette mésaventure, qui aurait pu tourner très, très mal, parce que Madagascar n'était encore une fois pas ouvert du tout aux étrangers, à la suite de cette mésaventure, Marius Arnaud, alors Marius Arnaud qui deviendra le beau-frère de Jean Laborde, Marius Arnaud, bon, son nom patronymique Arnaud montre que il a un père français. Marius Arnaud, qui est un métis, tout à fait acculturé, puisqu'il a passé 7 ans à Paris. Marius Arnaud le trouve, enfin, avant de cet épisode, trouve Jean Laborde, prévient un de ses partenaires dans l'exploitation agricole de Madagascar, qui est Charles de Lastel, qui est un Mauricien, un planteur d'origine mauricienne, et détail qui n'en est pas un, qui est très important, c'est que Charles de Lastel travaille en collaboration avec son frère Napoléon de Lastel, dont la tombe est à Tamatave, que j'ai vue. Il travaille avec son frère, mais il travaille surtout avec Rontonnet, qui est un Bourbonnais, un planteur bourbonnais, on dirait aujourd'hui un Réunionnais. On ne parle pas encore en 1832 de... en 1832, on parle déjà de la Réunion, donc c'est un Réunionnais. Et travaille surtout en association avec la reine de Madagascar. Donc il exploite des plantations sucrières, une sucrerie et une romerie, et les bénéfices sont partagés avec la reine de Madagascar, qui est donc son associée dans cette exploitation agricole, industrielle et commerciale. Alors Lastel va chercher Laborde, le prend avec lui, le garde quelque temps pour travailler avec lui, puis le recommande à la reine de Madagascar comme un homme capable de fabriquer des armes à feu. Alors après ça, bon, le sujet échappe à notre propos. C'est le début de la geste malgache de Laborde qui se rendra à Tananarive. Et là, bon, la suite est bien connue. Alors, Madagascar, je disais, à l'époque où arrive Laborde, est hostile aux étrangers, et puis particulièrement aux Français. Il faut savoir que 2 ans avant l'arrivée de Laborde, la flotte française avait bombardé Tamatave, et donc c'était une destination particulièrement périlleuse pour un étranger d'une façon générale, mais un Français particulièrement, d'accoster sur les côtes malgaches. Alors, l'Inde est toujours décrite comme la destination de Laborde quand il quitte la France. Alors, là aussi, cette légende n'est pas une légende moderne, mais c'est une légende qui a eu cours au moment où Laborde vivait. Elle est rappelée par Ida Pfeiffer. Ida Pfeiffer, donc cette voyageuse autrichienne,
dont nombre d'observations ont été reprises par les biographes qui y ont ajouté foi. Avant même Ida Pfeiffer, on pourrait dire ben, c'est une femme qui a inventé. Non, 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 non. Avant même Ida Pfeiffer, un secrétaire de la cour de Tananarive, Raumban, qui est mort en 1855, donc 2 ans avant l'arrivée d'Ida Pfeiffer, précise bien que Laborde aurait commencé son périple à l'étranger par l'Inde. Alors, je vais maintenant vous expliquer les raisons sérieuses de douter de cette destination. Alors, les explications qui sont données pour rendre compte de ce départ, c'est que Laborde aurait quitté la France avec un lot de pacotilles, et que c'est avec ce lot de pacotilles qu'il aurait fait fortune en Inde. Bon, je pense que ça prête à sourire et même à rire, parce que je crois que les Indiens n'avaient pas attendu un bonimenteur français pour savoir ce que c'était que la pacotille. Enfin, ça me semble totalement invraisemblable. Puis, alors, selon Ida Pfeiffer, il aurait créé des fabriques. Avec quel argent? Enfin bon, on dit qu'il a fait fortune avec des pacotilles. Bon, c'était un génie des affaires. Là, c'est une sorte de prédécesseur d'Elon Musk. Là, il fait des fortunes en vendant des pacotilles. Puis ensuite, il a tellement gagné d'argent qu'il crée des fabriques en Inde. Alors, notamment, il aurait fabriqué des trompettes, des trompettes d'argent, s'il vous plaît, que lui aurait commandé un Maharaja local. 300 trompettes d'argent. Là, on est en plein conte de fées, conte des mille et une nuits. Et puis ça ne s'arrête pas là. C'est que sa prestation aurait été tellement parfaite que le Maharaja lui aurait proposé la main de sa fille ou d'une de ses filles. Ouais, bon. Invraisemblance à mon avis, parce que d'abord, comment Laborde ou sa famille aurait financé un voyage pour l'Inde. Il s'agit d'une famille d'artisans qui certes n'était pas démunie, mais enfin bon, une famille d'artisans. Le voyage pour l'Inde, c'était un voyage coûteux. J'ai trouvé le prix d'une traversée pour l'île Maurice, une génération après le départ de Jean Laborde, et ça représentait à peu près 2 ans de salaire ouvrier. Alors certes, le salaire ouvrier n'était pas très important, enfin 2 ans de salaire ouvrier, c'est pas rien. L'île Maurice étant plus proche de la France que l'Inde, et puis nous sommes une génération avant après le départ de Jean Laborde, et le coût des passages n'a cessé de baisser au cours du siècle et du siècle suivant. Donc ça me semble totalement invraisemblable. Comment des gens sérieux, travailleurs, vont financer le voyage d'un des leurs dans des conditions aussi loufoques? Vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas sérieux. Quant à la proposition du Maharaja, enfin, pour qui connaît le système des castes avec les interdits matrimoniaux qui s'y attachent, pris d'un doute très sérieux quant à une proposition d'épouser la fille d'un Maharaja. Donc, vous savez, les Maharajas appartiennent à la caste des Kshatriyas, c'est la deuxième caste, la caste de la noblesse en quelque sorte. On ne voit pas très bien comment on aurait pu proposer à un Français, donc un paria, pire qu'un intouchable, la main d'une fille de la meilleure société de l'Inde. Donc, ça me semble absolument invraisemblable. Alors, je dois vous citer ce qu'écrit au sujet des légendes, et on a là
probablement une première explication des légendes qui ont eu cours dès le moment où Jean Laborde vivait. Donc c'est une citation courte, je vous rassure, du docteur Lacaze, qui a séjourné à Madagascar entre 1868 et 1869 et qui a connu Jean Laborde. Alors, il vous explique un peu qui était Jean Laborde. Souvent, la reine et son entourage passaient des nuits à entendre Jean Laborde raconter quelques histoires des 1001 nuits de son invention. Il ne fallait pas que l'histoire eût une fin, et le narrateur s'évertuait pendant le jour à réunir ses souvenirs et à les joindre à quelques lectures pour en faire un amalgame plus ou moins intéressant. C'est-à-dire donc que nous avons affaire à un mystificateur, nous avons affaire à un beau parleur qui est capable d'inventer des légendes sur sa propre existence. Donc c'est pas parce que ces légendes ont été inventées sont sorties de la bouche de Jean Laborde que ce ne sont pas des pures fictions. Donc là, je pense que nous tenons une explication sur les légendes qui courent sur la vie de Jean Laborde. Elles viennent d'abord de ce qu'a dit Jean Laborde lui-même. Alors pourquoi est-ce qu'il l'a dit? Alors il y a effectivement ce goût pour la mystification, mais nous verrons qu'il y a probablement une seconde explication, qui était la volonté de Jean Laborde de cacher son passé. Alors, je disais donc le doute, enfin la série de doutes qui doit nous assaillir quant à la destination indienne. Alors, l'épisode indien, ou le soi-disant épisode indien, n'a laissé dans la vie de Jean Laborde absolument aucune anecdote, alors qu'il aimait les anecdotes visiblement, aucun lien avec des personnes qu'il aurait connues aux Indes, aucun emploi de quelques mots du vocabulaire local. Enfin, l'Inde a passé sur Jean Laborde comme l'eau sur les plumes d'un canard sans laisser de traces. C'est quand même étonnant pour quelqu'un qui avait passé 4 ans dans ce pays quand même particulièrement original et attachant. Enfin, la troisième raison qui achève de nous faire douter de la destination indienne, c'est la raison qui est invoquée pour expliquer le départ pour l'Inde. Le départ de l'Inde, pardon, le départ de l'Inde. Alors, Laborde aurait cru au récit d'un capitaine au long cours, sans emploi, capitaine au long cours, donc au chômage. Le capitaine au long cours lui aurait expliqué que voilà, il y avait un trésor contenu dans les cales d'un navire englouti au large de l'île Juan de Nova, au nord du canal de Mozambique. Et donc Jean Laborde aurait liquidé ses affaires, ses fabriques, pour accompagner le capitaine Longcourt, un dénommé Savoie, pour à la recherche d'un trésor enfoui dans la mer. Alors pour quelqu'un qui aurait tellement bien mené sa barque d'homme d'affaires, on ne peut s'empêcher que de le trouver bien naïf, lâcher la propre au long, c'est-à-dire vendre des fabriques en Inde pour se lancer à la poursuite d'un hypothétique trésor. Bon, et puis enfin, quatrième raison, c'est qu'il accoste à Matitanan, c'est-à-dire sur la côte est de Madagascar, alors que Juan de Nova se situe dans le canal du Mozambique, donc sur la côte ouest de Madagascar, et au nord de ce canal de Mozambique. Donc on ne voit pas très bien le lien, c'est-à-dire qu'il rentre où pour passer par la côte est de Madagascar, il rentre en France, il rentre en Inde, rien ne l'attire sur la côte est de Madagascar. Voilà. Donc je pense sincèrement que cet épisode indien est un pur mensonge, tout simplement.
pur mensonge. Je ne dis pas une légende parce que visiblement Jean Laborde a mis la main à la fabrication de cette légende, donc c'est ce qui s'appelle un mensonge, tout simplement. Alors, l'interprétation que je donne de ce vaste trou noir qui a duré pendant 4 ans, l'explication, je la commencerai par ce qu'écrivait William Ellis, un pasteur protestant anglais qui vivait sur la Grande Île, sur l'île Rouge, avec Jean Laborde, enfin qui vivait dans le voisinage de Jean Laborde, parce que bon, étant anglais et pasteur protestant, il n'avait rien pour lier quelques sympathies avec Laborde et réciproquement. Mais enfin, c'est pas parce qu'il s'agissait d'un ennemi de Jean Laborde qu'il faut faire forcément fi de ce qu'il écrit au secrétaire au Foreign Office, c'est-à-dire au ministre des Affaires étrangères anglais, en 1856. Alors en 1856, il explique à son ministre que Jean Laborde est un ancien marchand d'esclaves venu du Mozambique. Un ancien marchand d'esclaves venu du Mozambique. Alors, c'est pas forcément faux, et à mon avis, c'est probablement l'explication des cachotteries, des inventions de Jean Laborde. C'était pas seulement le goût pour la mystification, mais c'était la volonté de cacher un passé gênant. Alors, un certain nombre d'indices confortent en plus cette accusation. Alors, en 1835, alors, je vous rappelle, il est arrivé en 1832, donc 3 ans seulement après l'arrivée de Jean Laborde à Madagascar. En 1835, la reine a envie de punir certains Sakalaves. Les Sakalaves, bon, c'est une ethnie malgache, une ethnie côtière. Donc elle veut punir un certain nombre de Sakalaves, et pour ça, il faut les capturer. C'est pas forcément facile. Et à qui est-ce qu'elle confie la capture des Sakalaves? À Laborde. Donc Laborde, ce Vasa, cet étranger, qui est arrivé seulement depuis 3 ans, c'est lui qu'elle choisit pour capturer des Sakalaves. C'est quand même étonnant. Alors, le mode de capture des Sakalaves est très exactement le mode de capture des esclaves, enfin des Africains dont on va faire des esclaves, sur la côte orientale de l'Afrique. Alors, c'est décrit par un dénommé François Gilbert Rugerot, qui est un réunionnais. C'est écrit dans une lettre qu'il envoie au ministre de la Marine en 1831. Alors, je vous livre. L'équipage offre d'abord sur le bord de la côte un festin aux indigènes qui s'approchent, puis il est proposé à ces derniers de se rendre à bord du navire pour y être régalés, mieux encore. Une fois à bord, on profite de leur état d'ébriété pour les enchaîner et le navire lève l'ancre. Alors c'est exactement ce qui s'est passé pour la capture des Sakalaves. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc je pense que la reine avait eu vent un peu des activités et des compétences de Jean Laborde avant son arrivée à Madagascar, et qu'elle s'est dit, bon, c'est l'homme qu'il nous faut pour ramener les Sakalaves à Tananarive. Alors la suite est abominable, puisque les Sakalaves ont été ébouillantés vivants, ce qui est évidemment quelque chose d'atroce. Mais peut-être Laborde ne savait-il pas le sort qui leur était destiné. Voilà. Alors, donc c'est un nouvel indice, une nouvelle présomption qui nous fait penser que le passé, les compétences, si je peux dire, de Laborde n'étaient pas inconnues de la reine. Le lieu de Matitanan, qui a été donc le lieu de débarquement de Laborde, était connu pour être un site de traite. Alors bon, ça expliquerait beaucoup mieux qu'un retour vers l'Inde ou la
poursuite du trajet vers la France, ça expliquerait beaucoup mieux la présence de l'embarcation de Jean Laborde sur la côte est de Madagascar. Alors, il faut ajouter les liens avec les frères Lastel, qui ont pu exister avant l'arrivée de Laborde à Madagascar et peut-être dès l'expatriation de Laborde. Alors, les frères Lastel, Napoléon de Lastel avait habité Maurice entre 1825 et 1829, donc il a très bien pu connaître Jean Laborde, parce que Jean Laborde a peut-être, y reviendrons après, a peut-être habité Maurice, peut-être habité la Réunion, peut-être habité le Mozambique, c'est pas forcément, enfin en tout cas l'océan Indien. L'associé de Lastel était possesseur à l'île Bourbon, enfin oui, à l'île Bourbon, la Réunion, il était possesseur de 2300, et oui, il était possesseur d'esclaves, et quant aux frères Lastel, ils possédaient à Madagascar 2300 esclaves qu'ils ont pu faire venir, qui étaient peut-être des Malgaches, on ne sait pas, mais enfin qu'ils ont peut-être pu faire venir en partie du Mozambique. Donc l'explication de William Ellis, Mozambique, c'est peut-être pas fou. Alors les Mozambiques introduits ont été introduits en nombre à Madagascar d'ailleurs, comme en témoigne une lettre de Laborde à Grandidier, une lettre de 1876. Donc c'est une chose qui est tout à fait possible, là aussi, que Laborde ait ravitaillé en esclaves l'île de Madagascar. Tout à fait possible également qu'il ait ravitaillé l'île Bourbon en esclaves, puisque 43%, alors là, bon, ce sont des sources que j'ai trouvées, 43% des esclaves entrés illégalement à l'île Bourbon entre 1815 et 1832, 1832, donc l'année où Laborde accoste à Madagascar, entre 1815 et 1832, 43% des esclaves entrés illégalement à l'île Bourbon venaient de la côte orientale de l'Afrique, principalement de Zanzibar, mais et également 36% des esclaves entrés à Madagascar venaient de la côte orientale de l'Afrique. Alors, je poursuis. Le fait qu'ils se prétendent propriétaires de l'embarcation est peu crédible. Comment cet homme, bon, qui avait quitté 4 ans auparavant Auch et la France sans grands moyens financiers, a-t-il pu acheter une embarcation, a-t-il pu se fournir une cargaison? Son récit a peut-être eu pour objet de couvrir ses employeurs. Alors, quand je parle de ses employeurs, il s'agit de Rontonnet, donc Rontonnet, certes, habitant la Réunion, mais ayant des intérêts à Madagascar, et surtout, de Charles et Napoléon Lastel, qui n'avaient pas intérêt à ce qu'on sut qu'ils faisaient du trafic d'esclaves à Madagascar, ce qui était très sévèrement réprimé. Et donc si Laborde a pris sur lui de justifier son séjour à l'est de Madagascar en ne citant pas les Rontonnet ni surtout les Lastel, c'est qu'il a voulu les couvrir et en même temps probablement les tenir, parce que s'il avait tu certains secrets concernant les Lastel, eh bien, les Lastel devenaient ses obligés et ne demanderaient pas mieux que de le tirer de ce mauvais pas. Également, le fait qu'il soit présenté comme un spécialiste de la fabrication des armes, et notamment des canons, expliquerait bien par son activité de trafiquant d'esclaves. Alors que, bon, s'il était simplement un vendeur de pacotille, un fabricant de trompettes et un petit séminariste, on ne voit pas très bien comment il aurait pu abuser les Malgaches
même avec l'aide de la stèle, en leur faisant croire qu'il allait fabriquer des canons. Autre indice de sa présence déjà ancienne dans l'océan Indien, c'est sa pratique de la langue malgache, qui semble avoir été très rapide, un peu trop rapide même, puisque bon, il écrivait à la reine en malgache, les originaux sont à lire. On peut dire qu'il aurait été aidé par quelqu'un près de lui qui aurait traduit. Enfin, il a tout de suite été baigné dans le milieu malgache. Il a épousé une malgache, donc c'est difficile de penser qu'il ait été complètement neuf à Madagascar. Donc voilà les explications qui me semblent conforter cette hypothèse donc d'une présence à Madagascar déjà ancienne et d'un passé qu'il aurait voulu cacher. Alors, la dernière question qui se pose, si cette présence dans l'océan Indien était déjà ancienne, et avait commencé donc en 1828, la dernière question c'est qui a pu faire venir la Borde dans l'océan Indien. Il est, à mon avis, peu vraisemblable qu'il ait lui-même choisi de partir pour l'océan Indien, que ce soit le Mozambique, que ce soit l'île Maurice, que ce soit l'île Bourbon. C'est peu vraisemblable pour des raisons tenant à ses moyens financiers, au sérieux de la famille. On ne va pas accepter que quelqu'un comme ça, le fils d'un artisan, parte à l'aventure. Ce serait peu admissible. Alors, on l'a fait venir. On l'a fait venir dans l'océan Indien, c'est mon avis. Qui? Alors, là des hypothèses, simplement des hypothèses. J'ai pensé à un planteur ou un armateur qui aurait eu besoin d'un secrétaire. La Borde n'a peut-être pas eu le baccalauréat, mais enfin à l'époque les études étaient beaucoup plus sérieuses qu'aujourd'hui, et il écrivait parfaitement. Il avait une instruction solide. Donc, qui l'a fait venir? Je vous dis, peut-être un planteur, peut-être un armateur, à l'île Bourbon ou à l'île Maurice, qui aurait financé ce voyage très coûteux. Mais alors, comment aurait-il été en rapport avec cet éventuel employeur? Alors, première piste de recherche, qui n'a rien donné, mais qu'il faut signaler, c'est qu'à l'époque, le président du Conseil des ministres était Villèle. Villèle, qui était un métropolitain, mais qui était marié à une réunionnaise, une Panon des Bassins, et le frère de Villèle avait épousé la sœur de la même femme, donc ils étaient tous les deux, les frères Villèle, mariés à des réunionnaises. Et il était président du Conseil des ministres au moment où la Borde part. Bon, et en plus, son origine familiale était tout proche d'Auch, puisque c'était des Toulousains. Voilà, donc à 80 km, on peut se dire il y a peut-être là quelque chose qui a pu faciliter le départ de la Borde. Mais j'ai pas trouvé. Alors, également, autre possibilité, les directeurs et les élèves du petit séminaire. Alors, j'ai trouvé le nom des directeurs, j'ai trouvé également le nom de certains anciens élèves du petit séminaire. J'ai pas trouvé dans leur biographie, dans leurs origines familiales, de ce qui aurait pu faire le lien avec l'océan Indien. Enfin, ça ne veut pas dire que quelque chose ne soit pas passé inaperçu. Les condisciples du collège, là aussi, j'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé le départ pour l'île Bourbon en 1822 et 1824 de deux natifs de Villecontal. Alors, Villecontal, ça ne vous dit rien, c'est pas une capitale, mais Villecontal, donc c'est une commune limitrophe de Agette, c'est-à-dire limitrophe du village natal du père de la Borde. Alors, le père de la Borde était parti déjà à l'époque du départ des deux natifs de Villecontal depuis
quelques décennies. Est-ce qu'il avait gardé des relations avec certains habitants de la commune voisine qui auraient pu faciliter l'arrivée de la Borde quelques années plus tard? C'est possible. Là non plus, j'ai pas trouvé. Mais enfin, disons qu'il y a un faisceau de faits, la qualité du président du Conseil, le fait que des originaires de la commune voisine du berceau familial de la Borde soient partis pour l'île Bourbon montre d'abord que c'était pas exceptionnel, et puis que il y a peut-être là une piste qu'on pourrait suivre. Voilà, j'en ai terminé avec mes développements. Alors, oui, voilà, j'aurai la parole après, donc je pourrais ajouter quelque chose. Je crois que nous pouvons vous remercier. Et bien sûr, je vais demander à la salle si elle souhaite vous poser des questions. Merci. Vous posez des questions ou éventuellement vous suggérez de nouvelles pistes, puisque vous avez posé beaucoup de points d'interrogation. C'est ouvert. Je vous en prie, Monsieur Martial. Est-ce que vous avez cherché du côté des francs-maçons? Alors, là, je n'ai pas cherché du tout du côté des francs-maçons. Enfin, vous avez parlé de Villèle, etc. Par les francs-maçons, c'est vrai qu'il est connu. Oui, c'est vrai. Enfin, Villèle, alors c'est vrai que la maçonnerie avait une connotation assez différente de celle qu'elle a aujourd'hui. Mais enfin, Villèle était un ultra-royaliste, donc enfin, bon, catholique, c'était évident. Et Laborde lui-même était de famille catholique. Bon, donc j'ai pas pensé du tout aux francs-maçons, mais c'est possible. Bon, c'est vrai que la franc-maçonnerie, à l'époque, n'était pas forcément anti-catholique, anti-religieuse, donc c'est tout à fait possible, c'est vrai. J'y ai pas pensé, vous avez raison. Oui, Alexandre Ier de Russie, par exemple, était franc-maçon. Et ce n'était pas particulièrement un homme anticlérical. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Je vous en prie. Je connais Villecontal et il continue à produire des gens qui partent outre-mer continuellement. Moi, j'ai eu des agents qui étaient natifs de Villecontal. C'est vraiment une tradition à Villecontal de partir outre-mer. Ah oui, bah écoutez, on pourra les interroger alors. C'est jamais. Vous savez, c'est vrai que l'histoire, elle laisse des traces qui sont parfois très lointaines. Je me rappelle une conférence que j'avais donnée sur la réclusion des prêtres sous la Révolution et leur déportation. Et puis donc un monsieur très âgé s'était levé et il avait dit que son arrière-arrière-grand-oncle faisait partie justement des prêtres reclus ou déportés. Donc ça laisse parfois dans les familles des souvenirs qui remontent éventuellement à 2 siècles et davantage. C'est vrai. Quels étaient les rapports entre la Borde et la reine de Madagascar? D'après votre récit, ils étaient assez intimes. En tous les cas, la reine l'écoutait avec passion, la nuit, le jour. C'est assez étrange et ils avaient apparemment des intérêts communs. En tous les cas, il y avait des intérêts communs qui circulaient. Oui, c'est-à-dire que là vraiment, bon, c'est quelque chose qui déborde totalement mon sujet, puisque je m'arrête à son arrivée à Madagascar. Mais c'est évident qu'ils avaient des intérêts communs. D'abord, la reine l'avait appelé à Tananarive, recommandée par Lastel. Elle l'avait appelé Tananarive dans un but bien précis, c'était de fabriquer des canons. Donc elle avait des intérêts. Ensuite, la Borde a été... je ne dirais pas le précepteur du fils de la reine, mais enfin, il était extrêmement lié au prince Rakutund, et ça lui a pas forcément porté chance, puisque en 1857, la reine, ayant pensé que son fils avait pour projet de la déposer pour la supplanter sur le trône, a expulsé
Laborde, qui était, d'après elle, lié à ce complot. Et ensuite, Laborde, comme le précise donc le docteur Lacaze, Laborde égayait le temps libre de la reine en lui racontant des fariboles qui l'amusaient. C'est évident qu'il y avait des rapports de familiarité. Alors, bon, je sais qu'on a dit que ces rapports s'étendaient plus loin. Ça vraiment, je n'ai pas du tout étudié la question. D'autres interventions? Oui. Vous nous mettez en contact? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bon, tous mes voeux, monsieur le secrétaire perpétuel, et à tous les confrères. Je remercie la communication très intéressante. Je voudrais vous faire part de deux observations. La première que j'ai recueillie au cours des dernières vacances, nous étions à Montachou et dans la cité industrielle de la Borde, il y a des choses qui sont très très intéressantes. Au cours de la visite de la maison de la Borde, où la reine est descendue lorsqu'elle est allée visiter la cité industrielle, il y a le guide nous a raconté un fait intéressant, à savoir que la venue de la Borde à Madagascar résulte, si vous voulez, de circonstances inattendues. Pourquoi? Parce que la Borde, qui était installée à La Réunion, travaillait à La Réunion, comme nous avons entendu parler, avait pris son bateau pour se rendre sur la côte occidentale de Madagascar, et notamment à Juan-Nova, une île qui est en face de Madagascar, et certainement, il devait poursuivre sa route vers un lieu de traite, parce que à l'époque, c'était une activité, comment dirais-je, prospère. Seulement, il a connu un naufrage. Et après ce naufrage, il est arrivé à Madagascar, et à Madagascar, on l'a arrêté, on l'a réduit en esclavage. Mais dans la mesure où les indigènes de la côte Est ne comprenaient pas la langue qu'il parlait, mais se doutaient qu'il s'agissait d'un français créolisé ou je ne sais rien, ont amené la Borde à Maëla, où se trouvaient précisément Rontonnet et les entreprises de la Stèle. Et c'est là qu'a commencé, si vous voulez, la phase malgache de la Borde. Il a travaillé à la côte Est, et les de la Stèle, qui étaient les hommes d'affaires de la reine, parce que la reine était une femme d'affaires, et avait eu des intérêts communs avec l'entreprise de la Stèle. De la Stèle a appris le souhait de la reine de fabriquer des canons. Et lorsque la Borde était chez les de la Stèle, au moment de son mariage avec la fille Roux, je crois, Émilie Roux, son beau-père lui a remis l'encyclopédie Roré. Et c'est à partir de cette encyclopédie Roré qu'il a appris à faire si vous voulez, à faire la sidérurgie et toutes les heures de son aventure industrielle. Alors, ce qui fait que c'est quand même intéressant parce que j'ai l'impression personnellement que la Borde n'était pas un ignare, car son père étant forgeron, maître charron, devait faire partie, je ne dirais peut-être pas de la bourgeoisie de Doche, mais d'une classe aisée qui a permis au fils de faire des études générales et au moins de comprendre l'encyclopédie Le Roré. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point, les relations entre la Borde et la reine étaient des relations assez complexes.
Parce que lorsque vous regardez à Montachou, il y a des traces qui sont, disons, pour des Européens christianisés, qui relèvent, si vous voulez, de la, qu'on appelle ça, de spectacles immondes, mais la Borde a su représenter un corps féminin dans la maison où il allait accueillir la reine. Et nous avons vu, nous, des traces qui sont encore présentes actuellement avec les mots, les bons mots que s'échangeaient la Borde et la reine à ce moment-là. Et on s'était dit que c'était des relations plus que des relations comment dirais-je, d'entrepreneur à son concessionnaire ou à son gérant, mais c'était des relations très personnelles et très personnalisées. N'oubliez pas que la Borde, comme les deux Lastel, ont été institués en démarche navale par la reine, c'est-à-dire la première classe de la noblesse de l'époque. Voilà les deux observations que j'aurais souhaité communiquer à l'ensemble de l'assistance. Je vous remercie, monsieur le secrétaire perpétuel. Merci infiniment de votre intervention. Oui, alors là, cette histoire d'encyclopédie Roré, elle est citée un peu partout. Je doute fort que cette encyclopédie soit arrivée à Madagascar. Ça me semble étrange. Je suis en train de chercher d'ailleurs la date de parution de la première édition de l'encyclopédie Roré. Est-ce que c'est pas postérieur à 1832, auquel cas on pourrait l'écarter complètement. Madagascar, la Borde aurait été réduite en esclavage. Bon, écoutez, ça contredit à la fois le récit de la Borde et le récit de Marius Arnaud. Bon, c'est pas, encore une fois, les deux personnages peuvent travestir la vérité, mais enfin, surtout, la Borde est arrivée quelques courts mois à la cour de Tananarive. À la suite donc non pas du naufrage de son bateau, mais de l'échouage du bateau, mars 1832, et il arrive à la cour de Tananarive pas très longtemps après. Donc je vois pas trop comment il aurait été d'abord esclave. Il a été prisonnier. Alors vous direz c'est toujours une forme de captivité, mais bon, il a été vite remis à la stèle. Voilà. Mais enfin, ce que vous dites et qui vous a été dit à Montachou, bon, ça fait partie, là aussi, de ces traditions orales dont il faut beaucoup se méfier. J'en retiens néanmoins une convergence entre mes hypothèses et ce qui vous a été dit à Montachou, c'est-à-dire que la Borde aurait été établie d'abord à La Réunion. Moi, je pense qu'il aurait été plutôt établi à l'île Maurice, puisque c'est à l'île Maurice qu'il aurait connu la stèle. Enfin bon, aurait été d'abord établi à La Réunion, première chose, et deuxième chose, aurait trempé dans le trafic d'esclaves. Alors, bon, il serait, entendons-nous bien, il n'est pas parti de la France pour faire du trafic d'esclaves. Enfin, son patron, planteur ou armateur, lui aurait confié aux besoins parfois des missions d'approvisionnement en esclaves. Et puis voilà, c'est l'idée que j'ai en tout cas, et c'est peut-être l'idée d'ailleurs que votre interlocuteur ou vos interlocuteurs à Montachou ont également, et les histoires qu'ils ont recueillies, peut-être. Oui, ça, là, de ce point de vue-là, on se rejoint. Une autre intervention?
La question est d'ordre technique. Un point de rappel peut-être. Les forces de Toula dans la Russie d'Alexandre Ier ont d'abord été fondées avec des soldats français capturés par la Grande Armée. Deuxième point, il existe une région en France où la tradition de l'artillerie faite pour le roi existe. Il s'agit en particulier de l'actuelle Charente et de la Dordogne. Et c'est ainsi qu'on a fabriqué, avec les techniques du début du XIXe siècle, les canons qui ont équipé l'Hermione, qui a été reconstituée il y a quelques années. La question que je pose, c'est existe-t-il encore à Madagascar des vestiges de cette industrie, je ne dirais pas industrielle, mais manufacturière, qui a permis de fabriquer les canons de la reine de Madagascar, compte tenu du fait qu'il faut maîtriser des techniques qu'un fils de Charon devait peut-être connaître, voire pratiquer, savoir trouver le minerai de fer qu'il convient, trouver les mélanges nécessaires pour porter à une fusion excédant les 1400-1500 degrés pour obtenir du fer, enfin les techniques de coulage, et voir éventuellement si c'est simplement un canon avec qui est où on a moulé l'âme, si bien qu'on a un calibre correct mais insuffisant, ou si ça a été poussé suivant une technique qui était déjà maîtrisée à l'époque de Louis XVI par Montalembert, de forage d'un canon. D'une manière artisanale, c'est déjà quelque chose d'extrêmement complexe. Comment cela a-t-il pu être réalisé par la Borde et en reste-t-il des vestiges aujourd'hui? Je vous remercie. Oui, alors, Mantachou, il reste des vestiges monumentaux, mais les machines, les appareils, les moules, les fonderies, enfin, tout ça, à ma connaissance, a complètement disparu. Il n'en reste rien. Quand la Borde est revenue d'exil, après avoir passé du temps à Maurice, donc il a quitté en 1857, il est revenu un petit peu après. Tous les ateliers de Mantachou avaient été pillés et il ne les a pas remis sur pied. Donc, à ma connaissance, il ne reste absolument rien. Alors, vous parlez, général, du père de la Borde qui était Charon. Donc, il fabriquait, il réparait des voitures à cheval. Entre fabriquer une voiture à cheval ou la réparer et fabriquer un canon ou un fusil, il y a une distance, premièrement. Et deuxièmement, si les deux frères plutôt de la Borde avaient travaillé avec leur père, ça n'a pas été, à mon avis, le cas de la Borde, qui, pendant que ses frères apprenaient le métier de charron, lui était plus occupé par des versions latines ou des thèmes grecs ou des mathématiques, enfin, qui formaient l'essentiel de la formation des élèves du secondaire à l'époque. Donc je crois qu'on doit chercher l'expertise de la Borde ailleurs. Alors, il y a des sources qui parlent des sources assez sérieuses qui parlent d'ouvrages qui auraient été retrouvés donc chez la Borde, d'ouvrages techniques. Bon, ça c'est une chose, mais enfin, il faut néanmoins de la pratique. Bon, je veux dire, on n'apprend pas, je pense, la fabrication d'armes dans les livres. Et là, je pense que son expertise en matière d'armes vient probablement de son activité dans la traite. Voilà, je crois que c'est ça. Alors, il fallait pouvoir se défendre, il fallait pouvoir lutter contre d'éventuels
comment dirais-je, tentative d'interception par la marine, notamment la marine anglaise, au moment où la traite a été interdite. De toute façon, elle a toujours été interdite. Je vois que c'est depuis le traité de Vienne en 1815 que la traite a été interdite. Donc l'activité de la Borde était dans une complète illégalité. Et à partir de 1832, la répression s'est accentuée. Voilà. C'est ce qui peut expliquer qu'il en avait assez et qu'il voulait trouver autre chose. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions, d'autres questions? Personne n'est intervenu en ligne? On a entendu un petit peu de bruit. Bien, si vous en êtes d'accord, nous allons passer à la dernière phase de cette séance. Nous allons maintenant nous rendre dans la salle à côté où M. Jean-Loup Vivier vous présentera son ouvrage À l'ombre des ananas en fleurs. Je vous laisse maintenant aller en discuter avec lui et éventuellement faire l'acquisition de son livre paru aux éditions L'Harmattan. Voilà. Alors c'est effectivement le dernier ouvrage que j'ai signé, qui est récent, où j'évoque surtout le plaisir que j'ai eu à vivre outre-mer et en Afrique, et la passion dont je me suis pris pour l'outre-mer et cette société, l'Académie, qui a bien voulu m'accueillir il y a presque 25 ans, et dans laquelle je me retrouve à mon aise, beaucoup plus qu'avec nos compatriotes métropolitains. Alors, petite précision, l'ouvrage est au prix éditeur de 28 €, mais l'éditeur me fait bénéficier de ma remise en tant qu'auteur, donc j'en ferai bénéficier également les confrères et d'une façon générale toutes les personnes présentes ici, et je le leur comment dirais, donnerai pour le prix de 20 €. Donc vous bénéficierez comme ça de la faveur dont tous les auteurs bénéficient chez cet éditeur. Merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour notre grande séance de rentrée, où je vous présenterai évidemment officiellement les vœux de l'Académie.